Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire le bilan lecture et le bilan anime d'hiver 2025. Alors on a fait le bilan lecture manga, mais qu'est-ce qui varie avec celui-là? C'est tout simplement parce qu'on va s'intéresser plus particulièrement aux œuvres musicaux. Donc littéralement tout ce qui est manga, anime, webtoon également et film d'animation aussi, qui est déjà pas mal. Bon, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné à ma chaîne et ça c'est vachement dommage. La petite question de l'abonné, quel est l'interprète qui chante dans le webtoon La Note Noire? Donc je vais en parler de cet interprète là, donc fais bien attention et sois bien attentif. Bref, ceci étant dit, on va commencer tout simplement par la première œuvre. Bon, la première œuvre, c'est tout simplement un webtoon. Alors, elle s'appelle La Note Noire et c'est tout simplement un webtoon écrit par Karim Alian, dessiné par Kisai Entertainment et bien sûr, la musique, c'est Nuit Incolore qui s'en est occupé. Le webtoon est sorti fin 2004, donc c'est super récent, et il s'est déjà terminé en une douzaine de chapitres, si je ne dis pas de bêtises. C'est disponible sur la plateforme Webtoon, et au niveau du genre et des thèmes, on est vraiment sur du fantastique musical, mais ça n'a pas d'animé. En même temps, 12 chapitres, tu comprendras rapidement pourquoi il n'y a pas d'animé. De quoi ça parle? Dans La Note Noire, on va tout simplement suivre l'histoire de Théo. Un jeune adolescent de 17 ans, complètement orphelin. Il a été abandonné par sa mère et le seul souvenir qu'il garde d'elle, c'est un pendentif en forme de papillon. Cependant, son pendentif n'est pas banal. En effet, il contient une espèce de démon que seul le porteur du pendentif peut voir. Ce démon, c'est Nuit Incolore. D'ailleurs, Nuit Incolore a un pouvoir assez mystérieux. Ce pouvoir, c'est tout simplement la Note Noire. Il lui permet d'absorber toute émotion lorsque Théo chante. Et bien sûr, tu l'auras compris, malgré que Théo soit assez surpris là-dedans, le chant reste le seul moyen de réconfort à Théo. Maintenant, comment va se passer cette coexistence entre Théo et Nuit Incolore? Va falloir lire La Note Noire. Bref, qu'est-ce que j'en pense de La Note Noire? J'ai toutes les infos sur mon PC, c'est pour ça que vous voyez mon PC. Mais c'est un webtoon qui est français, donc ça a l'avantage d'être cocorico, d'être de chez nous et de pouvoir faire des choses directement liées à ça. On va pas se mentir, je suis tombé dessus en voyant la vidéo de Nuit Incolore sur TikTok, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tenter, parce que dès le début en fait on apprend que Théo est interprété par Nuit Incolore. Je m'explique. Tu as compris, ça part de chant, donc il y a du chant intégré au webtoon. C'est l'un des avantages du webtoon, c'est qu'il peut intégrer de la musique. Là, ça va être du chant et c'est Nuit Incolore qui va chanter pour le personnage de Théo. Cependant, Théo a 17 ans. Donc un jeune homme comme Nuit Incolore peut chanter un presque adulte. Parce qu'à 18 ans, tu deviens adulte, donc tu as déjà mué. La mue de ta voix est terminée. Donc ça pose pas de problème. Cependant, Nuit Incolore va totalement chanter pour le personnage de Théo qui est également un enfant. Un enfant, là je te laisse, t'imagines, tu vois, moi, chanter à la place d'un Théo qui a 10 ans, de chanter à la place d'un enfant de 10 ans. Là, tu comprends très rapidement qu'il y a un souci. Peut-être manque de budget. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui rend incomplet. Chanter à la place d'un enfant, tu dis, bon, il y a une douille quelque part. Et effectivement, il y a bien une douille quelque part parce qu'il y a des duos. Qui des duos dit plusieurs chanteurs. Et là, sur ces passages-là, il n'y a absolument pas de chant. Et c'est là qu'est tout le problème. Là où ça passait pour quelque chose d'intéressant parce qu'il y a du chant, parce que c'est interprété par un chanteur, etc. Au final, on est très déçu parce que on a ce sentiment d'incomplet. On a ce sentiment de, il y a que Nuit Incolore qui est sur le projet et personne d'autre. En soi, je pense que c'était juste un webtoon pour promouvoir l'album Les Papillons, ce qui est possible. Je ne dis pas que c'est pas ça, mais si c'est ça, il y a tout le côté immersion dans l'œuvre qui n'y est plus. Parce que déjà, juste entendre un homme chanter à la place d'un enfant, tu sors très facilement de l'œuvre, tu vois. Alors oui, le chant n'est pas obligatoire dans l'œuvre, mais quand tu décides d'intégrer du chant, autant aller jusqu'au bout de ton idée et autant adapter les chanteurs à tes personnages. Et ça, je trouve ça dommage. Et là où d'autant plus je dis qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'œuvre, c'est tout simplement parce que, comment vous expliquer ça? C'est la fin. En fait, la fin n'est pas du tout finie. La fin n'est pas du tout convaincante parce qu'on a 12 chapitres du webtoon, on s'arrête à un moment clé de l'histoire, mais il y a toute une intrigue derrière qui peut se lancer en fait. Et on te laisse sur une éventuelle suite. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas.
Mais c'est vrai que bah du coup on se pose des questions, pourquoi finir là-dedans? Et c'est vraiment genre fin, c'est pas a été mise en pause. Vous savez que sur ce webtoon, il y a plein de webtoons où c'est mis en pause. Actuellement, là où je suis au moment où je suis en train de terminer, par exemple, je lis le retour du clan Hwasan, qui est un webtoon qui parle tout simplement du retour d'un clan de taoïstes, de pratiquant les arts martiaux, etc. Et c'est en pause, c'est prévenu, le webtoon est en pause. Là, non, c'est vraiment fini, c'est la fin. Il n'y aura pas de suite, à moins qu'il y ait une suite avec un autre nom, mais ça j'en ai aucune idée, je n'ai pas d'informations. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a un webtoon promotionnel pour vendre son album, mais pas abouti. En fait, c'est trop marketing pour appeler ça une œuvre. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais vraiment aimé que ça aille plus loin et que ça soit vraiment abouti, que le travail fait soit terminé. Et je trouve ça dommage. Alors, le prochain manga, c'est tout simplement un manga que j'ai eu en SP, en service presse. Donc, encore une fois, je remercie énormément Vega parce que, ouais, le Crous et la Poste, c'est une dinguerie, c'était une galère. Mais bref, j'ai lu Let's Go Karaoke. Alors, c'est un manga de l'autrice Yama Wayama, c'est comme ça que ça se prononce. C'est sorti en 2020 au Japon et du coup en 2025 chez nous. C'est un seinen prépublié au Comics Beam et on est sur de la comédie slice of life, de musique avec du chant, de l'amitié, des yakuza, etc., etc. Mais de toute façon, je vais vous dire un peu le synopsis et ça va être assez marrant. Il existe un film. Voilà. Donc, je vais bien sûr regarder ce film à un moment ou à un autre. Alors, maintenant, non. Enfin, pas tout de suite, mais en tout cas, à mon avis, il existera une vidéo qui va sortir incessamment sous peu, ou comme le film Pokémon 1, donc Mewtwo contre-attaque, je vais faire un manga versus film. J'en ai prévu un autre avec un autre manga, mais il y a de grandes chances que je fasse pour voir un peu le comparatif entre Let's Go Karaoke en version manga et en version film. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais du coup, je mettrai pas le film dans le prochain bilan lecture manga anime d'hiver. Pas manga anime d'hiver, le prochain bilan lecture manga anime. Donc voilà. Ça va sortir incessamment sous peu quand, je ne sais pas, mais ça sortira. Bref, de quoi ça parle? Satomi Oka est tout simplement un jeune adolescent de 13 ans. Mais c'est également le chef de la chorale de son école. Ce n'est qu'à la fin d'un de ses concours qu'il va tout simplement se faire alpaguer par Kyoji Narita, qui est un yakuza. Ouais, ça sent pas bon. Surtout qu'il l'embarque sans trop lui demander son avis. Alors où est-ce qu'il l'emmène? Dans un endroit assez dangereux, un endroit sans aucune lumière où tu peux te faire agresser à tout moment. Non, je déconne, il l'emmène juste à un karaoké, ça n'a rien à voir. Bref, pourquoi un karaoké? C'est tout simplement parce que Kyoji Narita veut apprendre à chanter. Alors pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Ça, je te laisse lire le manga. En tout cas, c'est la mission que Satomi va devoir réaliser et réussir. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement de Let's Go Karaoke. Alors, c'est un one-shot, il faut le savoir. Donc, ça se lit en un tome. C'est un beau petit pavé, hein, c'est un beau petit bébé, faudrait que je le retrouve, je crois qu'il est là. Certes, la note noire, je peux pas vous le montrer, mais Let's Go Karaoke, je l'ai avec moi, donc je peux vous le montrer totalement. De toute façon, j'allais mettre une illustration à côté de moi, mais c'est un SP que j'ai eu avec plus d'autres titres. Enfin bref, j'en parlerai le moment venu de chacun de ces titres, mais c'est pas le moment de parler des autres. Et du coup, sur ce one shot, il y a un humour qui est particulier, mais qui matche bien. Je pense pas que l'humour peut marcher sur tout le monde, mais en tout cas sur moi, ça marche, ça match. Et ça, franchement, je kiffe grave. Et d'ailleurs, en parlant d'humour, parce que ça va aussi être le petit running gag qui arrive très souvent dans le manga, c'est tout simplement l'opposé entre l'apparence et ce que font réellement les personnages. On a des personnages, des yakuza, qui jouent les durs, mais qui ont un énorme point faible. Des yakuza dans un karaoké. Parce que sinon, il lui arriverait quelque chose de ridicule. C'est tout, c'est juste ça. Vraiment, tu vois pas le yakuza en mode crédible quand tu sais ça. Pareil pour Satomi. C'est un personnage qui a extrêmement peur, mais qui, pour faire genre crari, c'est un dur, tu vois. Il va faire croire aux autres que bonhomme, il va assumer les choses. Mais en vrai, miskin, tu vois. Et ce truc-là, c'est juste, bien trouvé, ça matche bien. Et ça participe à l'humour du manga. Enfin, pour moi en tout cas. Il y a aussi d'ailleurs, du coup, un parallélisme qui est créé entre mafia yakuza, oui, les yakuza sont la mafia japonaise, très vulgairement, et le chef de la chorale. C'est deux postes différents, oui, certes, mais ça reste deux postes avec des responsabilités à moindre mesure, tu vois. Ce ne sont pas les mêmes responsabilités, mais en tout cas, le poids des responsabilités
et la pression qui est mise sur le chef de la chorale et sur certains yakuza, bah ça reste similaire. Et ça reste aussi hyper intéressant de voir ce parallèle-là qui crée entre un collégien lambda qui pourtant n'a pas l'air dangereux avec un type qui a l'air dangereux lui par contre parce que c'est un yakuza et qu'il a tous les stéréotypes physiques du yakuza. Des tatouages, des cicatrices, il est vêtu de noir. Bon, tu comprends qu'il a un lourd passé le mec, tu vois. Et d'un point de vue adolescent, et on va aller sur un point de vue musical parce que c'est lié, bah on a toutes les problématiques aussi liées à l'adolescence. Notamment quelque chose qui s'appelle la puberté. Et quand tu es pubère et que tu chantes, il y a quelque chose qui te fait stresser, qui te fait paniquer. Et ça s'appelle la mue. Tu mues. Ta voix change. Et se réadapter à une nouvelle tonalité de ta voix, ce n'est pas facile. Moi qui n'ai pas fait de chorale mais qui ai fait beaucoup de chant avec mon école de musique, alors je vous avoue que muer ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais quand tu passes ta vie à chanter, c'est encore pire. Puis encore une fois, ça reste le chef de la chorale. Donc il y a toutes ces responsabilités, tout ce stress-là qui vient et qui est ramené, sachant que à l'adolescence, tu n'es pas le mec le plus confiant du monde. Enfin bref, et c'est là où malheureusement je trouve que ça ne va pas jusqu'au bout dans le manga. Alors c'est qu'un one shot, donc c'est clair qu'on n'allait pas aller jusqu'au bout, mais je trouve ça quand même dommage et je voulais quand même le noter. C'est tout simplement tout le côté musical. Il y a énormément de côté musical, que ce soit la mue de la voix, et ça on en a parlé, que ce soit l'oreille absolue parce que c'est évoqué dans le manga, que ce soit l'apprentissage et ses galères musicales, tout ça ce sont des points évoqués soit comme ça ou soit partiellement et je trouve ça vachement dommage. Après encore une fois, c'est un one shot, je ne peux pas m'attendre à ce que ça dure 20 ans, mais je préfère le noter et je préfère vous le dire parce que moi c'est quelque chose que je trouve assez important. Et bien sûr que si ça ne va pas jusqu'au bout, malheureusement, ça va un petit peu impacter dans mon avis général du manga. Donc, globalement, c'est un très bon one-shot de manière générale. D'un point de vue musical, ça reste très bien, mais incomplet. Et je crois qu'on en a fini avec les mangas, donc on va passer tout simplement aux animés. Alors, l'animé en question, enfin le premier animé, il y aura 2 parties. La première partie, donc la saison 1 et 2 de cet anime-là, et après le film. Parce qu'à la base, je voulais d'abord compléter l'anime, donc regarder les 3 saisons. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave, la saison 3, on fera dans la prochaine vidéo bilan lecture manga anime de musique. Mais c'est tout simplement Hibike Euphonium. Sounds of Euphonium. Tu verras que si tu veux être un bon manga anime de musique, il faut mettre Sounds à chaque fois. Sounds of Life, The Sounds of My Soul, Sounds of Vinyl qui est ici, mais ça on en parlera dans le bilan lecture manga Sounds of Euphonium. Donc l'euphonium qui est un instrument de musique. C'est un anime certes, mais à la base c'est un light novel. Je ne l'ai pas trouvé en France, donc je me dis qu'il n'est pas encore disponible en France. Donc, si vous le croisez un jour ou l'autre, call me. Je ne dis pas non. Et il y a au total, comme je l'ai dit, 3 saisons. Aujourd'hui, on va parler que de la saison 1 et 2. Donc voilà, c'est sorti en 2015 par Kyoto Animation et c'est un slice of life de musique disponible sur Crunchyroll ou ADN, je ne sais plus. Bref, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre la fanfare du lycée Kitoji. Le souci, c'est que cette fanfare-là, elle est en déclin total. En même temps, les responsables de la fanfare, ceux qui sont là pour guider la fanfare, sont totalement partis. Nous, on va en tout cas s'intéresser à l'année d'arrivée de Hazuki, Saphir et Kumiko. 3 jeunes adolescentes qui rentrent en seconde, qui sont très curieuses en rapport avec la fanfare. Et c'est pour ça qu'elles vont la rejoindre d'ailleurs. Cependant, il y a également une autre seconde qui a rejoint la fanfare, et c'est tout simplement Reina, la trompettiste que Kumiko connaît parce qu'elles étaient également dans la même fanfare au collège. Le souci, c'est qu'il y a eu une grosse embrouille entre les deux, et c'est un peu tendu, tu vois ce que je veux te dire. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Comment la fanfare va réussir à s'en sortir? Est-ce que Reina et Kumiko vont réussir à se rabibocher? Encore une fois, va falloir voir Sound of Euphonium, Hibike Euphonium, pour le savoir. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de Sound of Euphonium? Tout simplement, alors j'ai adoré les saisons 1 et 2. Tout simplement, on commence directement, j'ai adoré ces 2 saisons. Alors pourquoi? D'un point de vue relationnel entre les personnages, c'est très intéressant.
Pourquoi? Parce que la fanfare, c'est pas une seule personne, c'est pas un seul musicien. C'est tout un groupe de musiciens avec des façons de penser totalement différentes, avec des personnalités totalement différentes, et en plus, généralement, leur personnalité se retranscrit bien au niveau de leurs instruments. On connaît la tête dure des trompettistes, par exemple, et leur côté très bruyant. Au-delà de ça, c'est normal qu'il y ait des divergences. Et quand je parle de divergences, je parle notamment sur les concours. Et ça, c'est une thématique que j'aime bien aborder parce que on se pose tous la question sportivement, par exemple, au foot, quelle est la limite entre prendre du plaisir et prendre ça trop au sérieux? Quelle est la limite de prendre la musique trop au sérieux et de se faire kiffer? On est là-dessus. Parce que, pareil, dans la musique, il y a ce qu'on appelle des concours. Les concours, ce sont des espèces de tournois, ce sont des espèces de compétitions entre plusieurs instrumentistes, quand c'est des solos, des duos, etc., ou plusieurs groupes d'instrumentistes, orchestres, fanfares, etc., etc. Et certains vont prendre ça trop au sérieux, vont jouer limite leur vie là-dedans, tandis que d'autres vont prendre ça comme étant un kiff. Et ça, c'est normal que ça existe. Chacun a des façons différentes de procéder. Et ça peut amener certaines tensions dont vont justement être victimes les gens de la fanfare de Katoji. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre aussi en avant la fanfare. La fanfare, on les connaît par leur parade, etc. Mais en vrai, à part dire que c'est des instrumentistes, on ne sait pas généralement ce que c'est une fanfare. Et justement, on va mettre l'accent dessus parce que oui, une fanfare est une espèce de grand orchestre, très souvent mobile, mais pas forcément. Mais c'est principalement des instruments à vent et des percussions. Là où un orchestre, déjà selon le type d'orchestre, il y a une pluralité plus grande d'instruments, notamment les orchestres symphoniques où tu retrouves de tout, instruments à vent, instruments à cordes, instruments percussions, donc frappés, etc., etc. Donc franchement, c'est super intéressant, sachant que encore une fois, les fanfares sont notamment utilisées pendant les festivals, pendant tous ces événements-là. Je pense notamment, généralement, c'est pour la fête de la musique. Non, pas la fête de la musique. Chez moi, à Albertville, il y a une fanfare quasiment il y a une parade avec des fanfares de plusieurs pays différents, quasiment tous les ans, ou tous les ans, je sais plus. Mais je crois que c'est à l'approche à chaque fois de la fête nationale, voilà, du 14 juillet. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas, essayez de voir s'il n'y a pas des fanfares. C'est toujours dans des petits événements comme ça, et ça peut être sympa à écouter, et ça change un petit peu de ce qu'on écoute d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans cet anime? Il y a aussi le côté relationnel. On a parlé relationnel avec les personnages, mais il y a aussi le relationnel avec les instruments de musique. Les musiciens vont prendre très soin de leurs instruments, tout simplement. Et ça, c'est normal. Et on va voir comment on entretient un instrument, comment est-ce qu'on en prend soin, la fréquence de répétition, donc combien de temps on répète, quels morceaux on répète, les méthodes pour répéter un instrument, etc. Tout ça, c'est vraiment bien abordé, je trouve, et c'est plus ou moins, ça démystifie un petit peu la relation instrument-musicien que beaucoup ne comprennent pas. Alors, on va pas se mentir, beaucoup ne comprennent pas pourquoi tu prends soin de ton instrument. Mais en même temps, ils sont pas dans la musique et je peux comprendre. Donc, ça permet aussi un petit peu de mettre ça en avant et c'est franchement sympa. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est très technique et j'ai pas envie d'aller sur la technique pour cet épisode-là, pour cette vidéo-là. J'irai plus dans la technique sur le podcast, donc les concerts de Brook, quand je sortirai le podcast sur la saison, sur l'anime complet de Hibiki Euphonium, mais il y a clairement la difficulté de jouer dans une fanfare qui est super bien retranscrite, la difficulté de pouvoir jouer ensemble, la difficulté de pouvoir se retrouver dans un morceau parce que chaque instrument n'a pas la même partition, et oui, une trompette ne va pas jouer la même chose qu'un tuba ou qu'un euphonium qu'on découvre grâce à l'anime, parce que l'euphonium est un instrument très peu connu. Même moi, avant de voir l'anime, je ne connaissais pas. Pourtant, c'est un instrument qui existe aussi chez nous. Donc, comme quoi, même en ayant fait énormément de musique, on ne connaît pas tout non plus. Donc, c'est vachement intéressant. Les galères pendant les répétitions, les galères personnelles pendant que tu répètes, etc. Parce que répéter tout seul, ce n'est pas la même chose que répéter avec tout le monde. Et répéter avec ton pupitre, donc tout ton groupe d'instruments, donc que entre trompettistes, ce n'est pas la même chose que répéter avec l'ensemble du groupe, l'ensemble de la fanfare. Bref, j'accélère dans ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que il y a une réelle difficulté qui est retranscrite dans l'anime et qui n'est pas mensongère, qui n'est pas abusée et qui est crédible. Cet animé est crédible du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi regarder Hibiki Euphonium, parce que au-delà de la vibe de l'anime qui est très chill, etc., il y a énormément de tension, il y a énormément d'apprentissage
culturel, donc toi-même tu en apprends énormément sur beaucoup de choses et c'est vachement sympa. Bref, j'en ai fini avec la saison 1 et 2. Maintenant, on va s'attaquer au film parce que il est vachement intéressant et ben, il faut en parler, ça peut être pas mal. Le film, alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Donc Lise to Aoi pour le nom japonais, sinon le nom du film c'est Lise und die Blauvogel, donc Lise et l'oiseau bleu. Pour ceux qui ne parlent pas allemand, LV2 allemand, faut que je flexe ça, hein, faut bien que je rentabilise. Mais c'est un film qui est du coup adapté également du light novel, hein, tout simplement, réalisé par Kyoto Animation en 2017. Donc on est encore une fois sur du slice of life, un peu plus comédie pour celui-là, hein, comparé à l'anime qui est moins comédie. Et donc bah, on reste sur la musique. Et c'est toujours dispo sur ADN. Donc voilà, j'ai dit Crunchyroll au début, mais je crois que c'est plutôt ADN. De quoi ça parle? Nozomi est tout simplement une extravertie. Elle est très appréciée par ses camarades de classe et est également très douée à la flûte traversière. Misori, c'était pas Misori, bref, c'est pas grave. Elle, bah, c'est une oboïste très introvertie. Elle se fait la plus discrète possible et malheureusement, est-ce que c'est un choix ou pas, c'est très compliqué. Cependant, Nozomi et Misori sont choisis pour former un duo dans la fanfare. Et pour ça, elles doivent réinterpréter une musique qui s'inspire du conte Lise und der Blauvogel. J'ai dit die, mais c'est der Blauvogel. Bref, pas très grave, hein, en soi. Donc Lise et l'oiseau bleu, hein, qui est un conte du manga, qui est un conte du light novel en tout cas, qui n'existe pas chez nous, hein, mais c'est pas grave. Cependant, leur passé très tumultueux, très compliqué, refait surface et ça va compliquer les choses. Bref, voilà un petit peu pour le synopsis. Mais alors, c'est un film qui se passe tout simplement entre la saison 2 et la saison 3. Pourquoi? Bah tout simplement parce que les secondes qu'on a connues dans la saison 1 sont passées en première année, en première tout simplement au lycée. Donc clairement c'est entre la saison 2 et la saison 3. J'ai pas vu la saison 3 mais je crois que ça se passe en terminale pour nos protagonistes. Donc voilà, bref, je vous ai parlé du conte et le film a le nom du conte, c'est normal. C'est parce que le début du film commence par un conte. Donc il y a vraiment ce côté très conte dans l'animation, dans le jeu de lumière, dans les couleurs, etc. Donc c'est super bien fait, dans le sens où on comprend très rapidement que c'est un conte. Et quand on revient sur la réalité, donc la réalité de nos personnages, hein, pas la nôtre, bah il y a une différenciation d'animation, il y a une différence dans l'animation qui est assez sympathique et qui est sympa. Et justement, on va faire un parallèle constamment entre les personnages du conte et Misore ainsi que Nozomi. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça va être la base de tout le récit, ça va être la base de toute la construction de nos personnages tout au long du film, tout au long du scénario. Et c'est comme ça qu'on va les voir grandir également. Parce que bah, elles vont devoir grandir personnellement, régler leurs histoires personnelles entre elles, qui a causé quand même quelques cassures, quelques soucis hein, qui est évoqué dans la saison 2. C'est pour ça que je dis concrètement que c'est vraiment entre la saison 2 et la saison 3, parce qu'il y a vraiment le début, on apprend un petit peu le souci entre les deux personnages dans la saison 2 de l'anime et c'est vachement intéressant. Mais aussi musicalement parce que, bah, encore une fois, elle joue une musique inspirée du conte. Ah bah, c'est un livre, c'est un conte. Mais, bah, tout comme conte, il est parfois adapté en film ou adapté en je ne sais quoi, ou tout simplement, on l'adapte musicalement. Il y a énormément de musique inspirée, par exemple, du Petit Poucet. C'est pas rare. Là, il y a une musique qui est inspirée du conte, du coup, de Lise et l'oiseau bleu, et il va falloir interpréter. Il va falloir comprendre les personnages, parce que le duo correspond aux deux protagonistes du conte. Et chaque instrument va correspondre à un des deux. Donc, chacun va devoir interpréter et comprendre le personnage qu'elle va devoir interpréter, musicalement, mais aussi essayer de deviner comment l'autre va l'interpréter pour que ce soit quelque chose de carré, pour que ce soit quelque chose d'homogène. Si, je sais pas, on a un des personnages qui interprète l'oiseau bleu de manière très solitaire, de manière très triste, tandis que l'autre pense que la collègue l'interprète de manière très joyeuse et très extravertie, etc., bah tu comprends très vite qu'il y a une problématique qui va t'arriver. Ça va être problématique d'avoir deux interprétations différentes, parce que tu vas pas jouer de la même manière quand tu sais que toi tu joues un personnage triste et quand t'as ton copain qui pense que tu joues un personnage heureux, tu vois. Bref, c'est très subtil mais c'est très intéressant et bah j'aime beaucoup parce que bah on voit tout simplement qu'elles ont du mal encore à revenir sur ce qu'elles étaient, sur leur relation et musicalement ça s'entend. Globalement le film c'est un slice of life, hein. On est moins sur le côté musical, je l'avoue. En soi c'est pas dérangeant parce que même si on est plus axé slice of life et moins musique, bah les moments de musique restent quand même très précis, ne sont pas négligés, les termes apportés sont
sont là, sont présents. Bref, même musicalement, on se dit pas bon c'est second degré, on se dit pas bon c'est anecdotique, on va laisser passer ça comme ça et puis basta. On s'en fiche, tu vois. Non, il y a quand même une certaine précision qui est apportée, il y a quand même certains éléments qui sont apportés. Et ça, franchement, c'est super cool, c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup. Et c'est cool parce que on néglige pas les détails, là où certains animes auraient pu négliger certains détails. Bref, la fin du film. Alors, la fin du film, qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoil? Je l'ai trouvé dommage parce que, malgré tout, même si la musique est anecdotique, et ça va un peu dans le sens contraire de ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre que l'un n'empêche pas l'autre, au final. Tout le long, on va chercher l'interprétation musicale. Tout le long, on va chercher comment jouer le conte. Comment l'entendre musicalement. Alors oui, à chaque phase du conte, on entend cette musique, mais ce ne sont que des petits morceaux. À aucun moment on entend le morceau final au complet. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être une finalité concrète. J'ai un doute s'il n'est pas sur les scènes post-crédits, sur les crédits du film, mais je trouve ça dommage que ce soit mis sur les crédits, sachant que plus personne ne reste au crédit. Bon, moi je suis le fou qui reste toujours au crédit, même si c'est un anime que je regarde de chez moi. Je passe jamais les crédits, mais il y en a plein qui passent les crédits, et encore pire quand ils sont chez eux, tu vois. Hop, il y a les crédits, ça y est, je me taille, tu vois. Donc je trouve ça vachement dommage que on n'a pas cette interprétation, on n'a pas ce morceau final qui est joué. Je chipote peut-être, mais c'est vrai que pour moi, ça a quand même son importance. Voilà. Et aussi, on passait au dernier anime, parce que lui aussi, c'est une pépite. C'est une belle pépite que j'ai beaucoup appréciée. Ok, dernier anime. Alors cet anime-là, c'est un peu mon anime chouchou de cette saison d'hiver. Alors, je l'ai découvert cette saison d'hiver, mais il est sorti bien avant. La saison 1 est sortie bien avant, la saison 2 vient de sortir, vient de se terminer. Je ne pense pas qu'il y aura de suite, mais on ne sait jamais, donc je vous en parle quand même maintenant, donc voilà. Alors, cet anime, c'est un anime original. On va parler de Unite Up, et je l'ai volontairement pas mis dans la vidéo 4 animes originaux à absolument voir, c'est fait exprès, voilà, parce que je savais que j'allais en parler là. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo-là, je te présente 4 animes qui ne sont pas adaptés de manga, de jeux vidéo, de films, etc. Des animes originaux. Et du coup, c'est un anime qui est sorti en 2023 pour la première saison, parce qu'il y en a deux, encore une fois, par Cloverworks, célèbre studio d'animation qui ont fait je ne sais plus quoi. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. En tout cas, en termes de genre, on est tout simplement sur une comédie musicale dont les thèmes sont l'adolescence, l'amitié, les idoles, etc., etc. Donc voilà un petit peu là-dessus. Mais en même temps, c'est normal, je vais vous dire de quoi ça parle et vous allez très rapidement comprendre. Alors Cloverworks, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait The Promised Neverland, ils ont fait Sexy Cosplay Doll, ils ont fait Bunny Girl Senpai. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre d'assez sympathique? Ils ont fait Fairy Tail de ce que je vois. Ils ont fait Spike's Family. Bref, un bon petit palmarès à ce que je vois. Ce n'est pas rien. Donc voilà, vous pouvez faire confiance à Cloverworks. Surtout qu'ils ont fait Unite Up et rien que pour ça, je valide. Enfin bref, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire d'Akira Kiyose, un lycéen sans vie depuis qu'il a arrêté le baseball. Malheureusement, ce n'était pas un choix si c'était un choix d'arrêter le baseball, mais ce qui est sûr c'est que depuis il est vide, et pour pallier ce vide il va faire quelque chose d'assez opposé au sport. Il va aller au karaoké. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter avec Kazu, son meilleur ami, et Kazu, lui, meilleur ami, oui, mais un peu filou, tu vois, parce que tout simplement il va le filmer, pas lui, mais en tout cas il va l'enregistrer chanter. Suite aux enregistrements, il va les poster sur YouTube. Il va tout simplement publier des covers de lui. Et c'est là où indirectement toute sa vie va changer à Akira. Parce que tout simplement un label de musique, donc Smiley, va tout simplement le contacter. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il rejoigne deux autres chanteurs de covers pour créer un nouveau groupe d'idoles, un trio d'idoles, les Protostars. Maintenant, est-ce qu'il va accepter et est-ce qu'il va réussir à percer dans cette industrie et à reprendre goût à la vie? Ça, va falloir voir les 2 saisons de Unite. Alors, je vais pas y aller dans les détails parce que je peux vraiment vous faire une dissertation dessus, je peux vous faire une vidéo entière dessus et je compte en parler dans les concerts de Brooke également, mais il y a plein de trucs intéressants, notamment les reconversions, que ce soit en tant qu'adolescent, passer du sport à la musique, ou professionnel, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, d'artistes qui passent justement d'artistes à des producteurs,
par exemple, et c'est le cas dans l'anime. Donc on va voir aussi ce passage-là entre je vais d'un point A, j'ai fait ce point A pendant des années, et je vais arriver à un point B qui n'a strictement rien à voir et qu'il va falloir s'adapter ou, quand tu es producteur, utiliser ton expérience pour pouvoir booster au mieux tes artistes, tout simplement. Il y a aussi toutes les opportunités liées aux réseaux sociaux, on le sait. Il y a énormément d'opportunités, bien sûr, il y a le facteur chance qui joue, mais on voit très simplement que poster de simples covers, poster juste des moments de kiff peut parfois te déboucher sur certaines grandes carrières ici en tant qu'idol. Et en parlant d'idol justement, on observe toute la difficulté de devenir idol. Entre les danses, le chant, l'apprentissage, les interviews, les trucs, les machins, il y a toute une industrie à comprendre, il y a toute une industrie à décrypter, il y a toute une industrie à se perfectionner dedans, tu vois. Et c'est pas facile parce que c'est du 24-24, ça reste des ados, ils doivent aller à l'école et c'est ce qu'ils font. Bref, c'est vraiment très compliqué, très dur au quotidien, mais on kiffe les voir se donner autant de mal pour réussir et c'est vachement bien. En plus de ça, on connaît la voix principale de l'idol, donc celui qui devient chanteur, etc. Mais il y a d'autres types d'idoles, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'une idole? Oui, une idole, c'est dans 90% un artiste musical, mais un idol, en soi, c'est une célébrité. Dans l'anime, on parle quand même de chanteurs, de danseurs, d'acteurs aussi, donc c'est vachement sympa. Puis il y a toute la pression en tant qu'idole, la pression personnelle, la pression dans un groupe. Je les liste, mais je vous ai dit, il y a plein de choses super intéressant, mais moi j'aime trop les clips et les concerts. Si on kiffait la K-pop, la J-pop, etc., c'est très précis, c'est très millimétré, t'as l'impression que c'est littéralement ce qu'ils font IRL, tu vois, mais animé, et on sait à quel point c'est compliqué d'animer quelque chose d'aussi complexe. On joue avec la caméra, on joue avec les lumières, on joue avec la chorégraphie, on joue avec le chant, c'est trop bien, je vous jure, je prends tellement de kiff. En plus, les musiques sont totalement en raccord avec les groupes, parce que chaque groupe a sa propre identité musicale, c'est trop bien. Je vous jure, je kiffe. Et je vais répéter ça que je kiffe. Mais il y a tellement de choses, tellement de trucs incroyables. Je pourrais encore vous lister plein de points positifs. Alors c'est vrai, parfois on peut se dire que c'est un peu répétitif, mais en même temps, les personnages sont confrontés aux choses similaires. Les personnages ont les mêmes problématiques, mais les personnages ne vont pas aborder les problématiques de la même manière. Il y a certains personnages qui vont stresser, qui vont paniquer, qui vont se renfermer à eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont être très dans la communication. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être rassurés, tandis que d'autres, non, en fait, laisse-moi tranquille, je veux pas que tu me rassures, je veux que tu me laisses tranquille, je vais régler ça de mon côté. Et puis, je vais te prouver que je peux régler ça de mon côté aussi, tu vois. Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça. C'est franchement super. J'ai vraiment bouffé les 2 saisons. À chaque fois, c'était ma dose, tu vois. C'est... Tu vois, j'avais besoin, c'était ma drogue, tu vois. Dès qu'un épisode sortait, bam, je le regardais, il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi tu me fais perdre du temps? Je veux mon épisode, ok? Maintenant, c'est fini, je suis triste. Alors, j'espère une saison 3, mais en même temps, je ne veux pas de saison 3 parce que la saison 2 clôture totalement l'histoire. On a tout évoqué, donc à moins, à la limite, de voir ce qu'ils deviennent une fois adultes et de voir quelles nouvelles problématiques ils ont une fois adultes, globalement, il n'y a pas besoin de saison 3. Donc, c'est très bien comme ça. Je vais pas vous en dire plus parce qu'il y a vraiment d'autres problématiques, il y a vraiment d'autres choses à aborder. Je vous l'ai dit, je peux vous faire un épisode entier, une vidéo entière dessus. Donc je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais allez voir. Unite Up, c'est 2 saisons juste incroyables. Je regarde ce que je peux rajouter, ce que je peux dire, mais j'ai envie tellement que vous découvriez ça que je ne vais pas vous en dire plus. Ce serait vachement dommage. En tout cas, voilà pour Unite Up. Encore une fois, 2 saisons. Je le répète, mais allez voir ces 2 saisons. Parce que c'est juste magique et c'est juste beaucoup trop bien. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle la petite question en rapport avec la vidéo. Quel est l'interprète, quel est le chanteur qui est sur La Note Noire, donc le webtoon dont on a parlé. Je vous l'ai donné dans la vidéo, j'espère que vous avez retenu. En tout cas, je vous réponds dans les commentaires. Avant de se quitter, je te laisse t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu
dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à check l'intégralité de mes réseaux sociaux pour être au courant un petit peu ce que je fais ailleurs parce qu'il y a d'autres formats totalement différents. Nous, en tout cas, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bref, à plus les brokistes.